Le meilleur moyen de ne pas se poser de questions, c'est de suivre une voie. Et donc, j'ai fait des fusions-acquisitions avec des horaires atroces, jour et nuit, week-end, voilà, des choses que, franchement, aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu accepter ça. On a racheté 3 boîtes en tout. Ça a été un challenge parce qu'en plus, là, tu te rajoutes la contrainte culturelle naturelle, de fait d'avoir 2 pays, et la barrière de la langue, et la distance. Je me suis dit, l'anglais va devenir la langue de celle-ci. Pas de problème, on va s'en sortir. On a multiplié par 7 ou par 8 le chiffre d'affaires de la boîte qu'on a rachetée. Et une autre erreur qu'on a fait, c'est qu'on a sous-évalué la taille de notre marché en France. Bienvenue Victor, Victor CEO de celle-ci. Je vais te laisser quand même t'intro, comme ça ce sera mieux fait. Ouais, en tout cas, merci beaucoup de me recevoir, je suis super content. Moi, Victor Dohec, je suis le CEO de celle-ci. J'ai pas fondé celle-ci, j'ai rejoint celle-ci il y a maintenant 9 ans. Ok. J'ai rejoint Alain et Frédéric, qui sont les 2 cofondateurs. Celle-ci, pour la petite histoire, a 15 ans en fait. On a fêté nos 15 ans cette année. On a d'ailleurs fait un super événement avec toutes les équipes à l'île de Ré. Pour fêter nos 15 ans, c'était génial. Et donc, moi, j'ai rejoint il y a 9 ans pour d'abord en tant que directeur financier. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on était 15 à l'époque. Donc, directeur financier d'une boîte de 15 personnes, c'est peut-être un peu pompeux comme nom. Mais en tout cas, j'ai rejoint les fondateurs pour les accompagner sur la structuration de la boîte, la levée de fonds. À l'époque, effectivement, on cherchait à faire une série A. Et c'était un peu un des objectifs sur lesquels je suis arrivé. Et puis, moi, mon objectif et qu'on partageait ensemble, c'était de rejoindre une aventure qui était suffisamment tôt pour pouvoir la suivre, apporter de la valeur aussi et créer quelque chose ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, je vais peut-être pas raconter les 9 années qu'on suivi, mais petit à petit, moi, j'ai pris plus de responsabilités dans la boîte jusqu'à en devenir le CEO il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Ok, trop bien. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai 36 ans, j'habite Bordeaux, même si je partage mon temps pas mal entre Bordeaux, La Rochelle, puisque notre siège est à La Rochelle, et puis aussi un petit peu à Barcelone, puisqu'on a lancé l'Espagne il y a maintenant 2 ans, via une acquisition qu'on a fait pour justement faire quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à faire avant, puisqu'on a fait beaucoup de tentatives à l'international, on pourra en reparler si tu veux. Carrément. Donc voilà, et puis peut-être pour te donner un peu quelques mots sur ce qu'on fait chez celle-ci, c'est important. Celle-ci, on est une solution de gestion commerciale à destination des TPE et des PME. Notre mission, elle est simple, c'est vraiment de simplifier toute la gestion commerciale de nos clients en apportant des outils comme le CRM, la facturation, le marketing et même la gestion de trésorerie. On est une solution française, c'est extrêmement important, ça fait partie de notre ADN et on vient beaucoup en concurrence avec des acteurs américains. Donc l'ADN français de celle-ci, c'est extrêmement important. Ça se retrouve dans beaucoup de choses chez nous. Évidemment dans les équipes, le support qui est internalisé et qui est français, mais aussi sur des choix qu'on a fait au sein du produit. Nos données sont hébergées en France, chez un hébergeur français, chez Scaleway en l'occurrence. Voilà, on a vraiment fait ce choix-là, qui était un choix qui n'était pas simple d'ailleurs. Et puis, par exemple, voilà, on embarque des outils d'IA aujourd'hui dans le produit, on utilise Mistral, enfin voilà. Donc il y a vraiment des choix qui ont été faits dans le produit pour garder cet ADN français. Et puis, on a pas loin de 20 000 clients TPE, PME, français en Espagne. C'est pas mal. Belle présentation. Pour le coup, c'est hyper intéressant parce que il y a beaucoup de points sur lesquels j'ai envie de faire levier. Le premier, je pense, si tu es d'accord, on retrace juste un petit peu de ton parcours. Ouais. Ce que tu as fait avant m'intéresse aussi. J'ai eu le vent, je crois que tu as fait de l'ESSEC, c'est ça? Ouais. Et en sortant de l'ESSEC, tu bossais, si j'ai bon souvenir, pour la BNP à un moment. Exactement. Ok. Pas mal. Et j'ai vu que tu étais passé chez Lagardère aussi. Exactement. LinkedIn, merci. Je crois. Écoute, moi, j'ai eu un parcours, je pense que j'ai été assez très classique. Et je pense que j'étais, par la peur de me poser des questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire, j'ai un peu essayé de suivre une voie tracée. Classe préparatoire, grande école de commerce, voilà. Et puis après, je me suis dit, à l'époque, une des voies un peu d'excellence, c'était pour ceux qui aimaient la finance, qui était mon cas, qui aimaient les chiffres, c'était la banque d'affaires, et donc je suis parti travailler en banque d'affaires. Et donc j'ai suivi un peu ce parcours, je pense un peu aussi par peur vraiment de me poser sincèrement des questions de ce que je voulais faire à 5 ans, à 10 ans, parce que le meilleur moyen de ne pas se poser de questions, c'est de suivre une voie. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait des fusions-acquisitions, du M&A en banque d'affaires avec des horaires atroces, jour et nuit, week-end, voilà, des choses que, franchement, aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu accepter ça. Mais ça m'a appris beaucoup de choses quand même. L'avantage quand tu travailles jour et nuit, c'est que 1 an de boulot correspond à 2 ans, voire à 3 ans. Donc ça, c'était une expérience, heureusement assez suffisamment courte. Et après, j'ai travaillé pour le groupe Lagardère pendant 4 ans. Expérience assez unique pour plein de raisons.
Déjà parce que le groupe Lagardère, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. c'est ce que j'allais dire, d'ailleurs. Donc, pour peut-être rapidement, mais à l'époque, le groupe Lagardère, c'était presque un conglomérat d'actifs assez diversifiés. Il y avait un peu le cœur de métier de Lagardère qui était l'édition de livres avec le groupe Hachette et l'édition notamment de médias, magazines, radio, Europe 1, JDD, Elle, Paris Match. Tout ça, c'est le groupe Lagardère. Et puis, en plus, des choses qui sont peut-être moins connues avec le groupe Lagardère, il y avait le travel retail. Donc aujourd'hui, par exemple, en tout cas à l'époque, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais 100% des magasins au sein des aéroports de Paris. Les relais, étaient, comme ça les relais, mais tu allais dans le magasin Hermès de l'aéroport de Paris, c'était aussi géré par Lagardère. Donc c'est les appels d'offres, tu vois, donc il fallait qu'il y ait un opérateur au milieu. Et ils avaient ça dans des dizaines de pays dans le monde. Et puis, quatrième activité qui n'avait rien à voir, qui était le sport avec la gestion de droits télé sur certains sports dans des pays, la gestion d'agents. Il y avait le Paris Racing. Donc, tu vois, des endroits aussi. Donc, voilà. Donc, c'était assez dingue. Et j'ai fait de l'audit interne pour cette boîte. Donc, j'allais faire des missions de 3 semaines, un mois dans une boîte pour la retourner un peu dans tous les sens. Et on partait souvent à l'étranger. Quasiment 50% de mon temps était passé à l'étranger. Je déclarais, parce qu'à l'époque, je devais déclarer mon nombre de jours passés à l'étranger au fisc, parce que ça permettait d'avoir un abattement fiscal. Et je déclarais quasiment 100 jours par an. Passé à l'étranger. Donc, c'était cool. J'ai beaucoup voyagé. C'était génial. Ça devait être enrichissant, même en termes de structure de boîte, comprendre vraiment la structure des différentes boîtes, comment elles étaient organisées, etc. Énormément, sachant qu'on repartait quasiment à zéro à chaque fois. Généralement, c'est un métier qui se fait dans des groupes qui sont assez homogènes. Enfin, ça se fait dans beaucoup de groupes, mais je pense dans des groupes qui sont assez homogènes. Tu passes d'une filiale à une autre, tu peux repartir un peu de bonnes pratiques que tu as vues. Nous, je te dis, on passait d'un magasin Victoria's Secret à l'aéroport d'Amsterdam à un éditeur, tu vois, parisien, de livres parisiens, à un agent de golf à Phoenix. Tu vois, ces 3 missions-là, je les ai fait. Tu vois, c'est pas des exemples choisis au hasard. Et donc, clairement, on va dire que ta méthode d'audit, tu repars un peu d'une feuille blanche chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'était assez unique. Sans parler du contexte culturel, parce que quand tu vas auditer une boîte en Inde et puis une boîte Paris 16e, voilà, c'est le grand écart en termes de culture. Et écoute, c'était franchement culturellement extrêmement enrichissant de travailler avec des équipes dans le monde entier, beaucoup en Asie, pas mal en Amérique du Nord. Donc, expérience assez dingue. Mais néanmoins, ça a mis un peu un terme à ma carrière grand groupe, on va dire, qui était peut-être une carrière qui était rassurante pour moi à un certain moment de ma vie, mais qui m'a permis de me rendre compte aussi que c'est pas là où je m'épanouissais, où j'avais envie de me retourner dans 10 ans, dans 15 ans sur quel est le sens que j'ai donné à mon quotidien. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis posé des questions de dire, OK, est-ce que je vais créer ma boîte, que je vais rejoindre une petite structure. On est en 2014-2015, c'est le moment où la scène start-up parisienne est un peu en pleine effervescence de famille, etc. Donc voilà, et puis je te la fais courte, mais voilà, c'est comme ça un peu que j'ai rencontré Alain et Frédéric chez celle-ci et qui m'ont convaincu de les rejoindre. Ok. Romain, et c'est quoi le deal d'origine? Du coup, tu rejoins en tant que directeur financier, mais sur un besoin, eux, ils sont à quelle étape en fait de celle-ci? Pourquoi ils partent en série A? C'est quoi le but de la levée? Si tu peux, évidemment. Ah non, mais carrément. Le deal d'origine, il n'était pas tout tracé. C'était un peu vague, quoi. Non, mais en fait, mais c'est aussi ça qui m'a plu, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que la boîte, on était une quinzaine. Il y avait déjà du chiffre d'affaires, on devait faire 1,5 million de chiffre d'affaires déjà. Donc, c'était déjà une boîte qui avait trouvé son product market fit, qui avait des centaines de clients, avec une équipe à La Rochelle, déjà, tu vois, suffisamment diversifiée pour effectivement passer à l'étape suivante. Ce qu'on commençait à voir, c'est que le marché du SaaS sur les TPE-PME, c'est un marché qui est difficile et qui demande un peu d'investissement parce que c'est des petits paniers moyens. Donc, on est un peu à la frontière entre le B2B et le B2C. Parce que, tu vois, à l'époque, le panier moyen de celle-ci, on était à 50 € par mois, tu vois. Donc, t'es pas encore sur un abonnement Netflix, mais tu es quand même sur des tout petits paniers moyens. Et donc, si tu veux faire de la croissance significative et passer des tailles critiques, tu as quand même besoin de faire beaucoup d'acquisitions.
Puis l'autre problème du marché des TPE-PME, c'est le churn, l'attrition client, parce que forcément, TPE-PME égale aussi clients potentiellement plus fragiles que des grandes boîtes. Et donc, au début, tu as besoin d'investir beaucoup dans ton produit, tu as besoin de trouver un peu quels sont les bons canaux d'acquisition qui sont viables sur le long terme. Ouais. Donc, tu as besoin d'investir. Et donc, c'est notamment pour ça qu'Alain et Frédéric, les fondateurs, cherchaient à lever une série A. Et je pense que mon profil financier, analytique, était rassurant pour eux. Et pour moi, j'y voyais une opportunité assez dingue d'apprendre aux côtés d'entrepreneurs de métier. C'était pas leur première boîte. Ils avaient cette vision et cette folie même, tu vois, d'entrepreneurs que je n'avais pas du tout à l'époque, mais qui, moi, que j'admirais. Okay. Et sur lesquels j'avais vraiment envie de me lancer. Et donc, ça, c'était un peu ça le deal. C'était, on va construire quelque chose ensemble et on verra si ça marche. Et puis, ça a plutôt bien fonctionné assez vite. Puis moi, j'ai surtout, en dehors du projet sur lequel qui me parlait, parce que le sujet CRM, facturation, c'est des sujets que j'avais beaucoup vu dans mon expérience chez Lagardère en tant que système. J'avais vu à quel point ça pouvait être des usines à gaz quand tu utilisais des gros systèmes. Et en fait, moi, j'auditais des structures qui n'étaient pas plus grandes que nos clients aujourd'hui. Et puis aussi parce que j'ai été tombé amoureux de la culture de cette boîte. Et le choix de s'installer à La Rochelle, il faut imaginer, il y a 15 ans, Startup Tech à La Rochelle. Ouais, parce que du coup, tu as déménagé à La Rochelle, Paris à La Rochelle. Pas tout de suite. Ah, ok. En fait, j'ai grandi à La Rochelle, moi. Donc, okay. Et mes parents habitent toujours à La Rochelle. Okay. Et donc, ça fait 9 ans. Ça a dû jouer, ça aussi. Ça a dû jouer, mais carrément. Dans le recrutement. Mais complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, depuis 9 ans, je ne me suis jamais installé à La Rochelle. Je fais des allers-retours quasiment toutes les semaines. Et je dors chez papa-maman. J'ai fait une forme de Tanguy inversé. Je suis revenu chez mes parents après 30 ans. Ah non, mais c'est un bon modèle, c'est clair. Donc ouais, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et ouais, la culture de cette boîte qui s'est installée à La Rochelle et qui, tu le ressens vraiment encore aujourd'hui, 15 ans après, ce côté à la fois très engagé, parce que beaucoup de gens qui sont chez CLC sont pas des gens de La Rochelle, hein, tu vois, sont pas des Rochelais comme moi. Et donc beaucoup sont des gens qui viennent de partout. Beaucoup sont des gens qui ont déménagé parfois avec leur famille, enfants, pour venir s'installer à La Rochelle ou maintenant à Bordeaux, parce qu'on a un bureau à Bordeaux, mais pour rejoindre l'aventure. Et donc, il y a un engagement très fort. Et en même temps, il y a fait partie aussi de l'ADN, cet équilibre vie pro, perso, parce que tu vas pas t'installer à La Rochelle par hasard aussi, tu vois. J'ai envie de dire même aussi à Bordeaux. C'est aussi parce que tu as envie de pouvoir bénéficier d'un cadre de vie de province qui est aussi très agréable, de pouvoir profiter des sports nautiques le week-end, éventuellement après le boulot. Et ça se ressent aussi. Donc, beaucoup d'engagement sur le long terme et au quotidien. Et en même temps, un vrai respect, une vraie flexibilité aussi dans le quotidien. Okay. Et ça, c'est très fort et ça se ressent aujourd'hui. Et puis, un côté aussi très familial parce que voilà, tu crées une communauté aussi. Voilà, même si à l'époque, on était 10-15, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, on est 180. Mais ça se ressent encore aujourd'hui dans les équipes. Et comment vous faites? Parce que je sens que dans ton discours, que la culture d'entreprise, elle est forte et qu'elle tient à cœur. Mais comment vous avez fait vraiment pour la garder dans le temps? Parce que disons que, d'autant plus dans la tech, je trouve que c'est difficile, tu vois, de garder une culture d'entreprise. Surtout quand tu passes de... Enfin, c'est pas le même sujet quand vous êtes 20 et quand vous êtes 180. Au quotidien, c'est pas la même chose. C'est super dur. C'est très difficile et en fait, c'est marrant que tu poses la question parce qu'on est en plein dedans. Okay. Parce qu'on a passé des étapes très vite. Et en fait, je pense que le risque en passant l'étape qu'on a passée, c'est de passer de 15 à 40, puis de 40 à 80, de 80 à 120, 120 à 160, maintenant 180. C'est que tu te reposes un peu sur tes acquis dans la culture, tu vois. Et donc, en dehors du nombre de personnes, il y a aussi le fait qu'on a ouvert un bureau à Bordeaux, on a ouvert un bureau à Barcelone. Ta culture, elle est torturée, mais en permanence, par des changements qui sont extrêmement forts. Et je pense qu'il y a des choses qui sont implicites et qui sont quand même, heureusement, du temps long. Et je pense, les fondateurs, maintenant, qui sont plus là, mais moi y compris, je pense que indirectement, on incarne cette culture et on a un garde-fou aussi au changement de la culture. Mais tu peux pas tout maîtriser parce que tu peux pas être partout sur les 3 bureaux en même temps. Et donc, tu vois, là, on est en plein en train de refaire un peu un bilan, tu vois, de l'évolution de la culture de celle-ci. Okay. Tu vois, en analysant un peu des sondages et aussi des ateliers avec des gens d'ancienneté un peu différentes pour voir un peu, tu vois, où notre culture est en train d'aller, comment elle a évolué ces dernières années. Est-ce qu'il faut aussi peut-être faire évoluer un peu certains fondamentaux de notre culture
pour en tout cas à ce qu'elle soit extrêmement claire pour tout le monde, parce qu'elle a été extrêmement chahutée. Ouais. Elle a été extrêmement chahutée, même si moi je suis assez convaincu que les fondamentaux sont encore là. Mais je pense qu'encore une fois, en tant que garde-fou, je suis un peu biaisé aussi. Ouais, forcément. Mais d'autant plus quand tu rachètes une boîte, parce que si j'ai bien Ah, mais c'est compris, clair. là, c'est confrontation de culture directement. Bah, là, c'est dur. On a racheté 3 boîtes en tout Ok. depuis maintenant 3 ans. 2 en France, c'est ça, et une en 2 en Espagne. France. Ça a été un challenge sur la France, mais moins que sur l'Espagne. Parce qu'en plus, là, tu te rajoutes la contrainte culturelle naturelle, de fait d'avoir 2 pays, et la barrière de la langue, et la distance. Ouais. Et en fait, là, c'est extrêmement difficile. Et puis en plus, c'est la plus grosse boîte qu'on ait rachetée était en Espagne. Ok. Elle a déjà sa propre culture formalisée. Alors évidemment, on l'aurait pas racheté s'il y avait une adéquation trop forte entre nos 2 cultures. Mais ça, c'est un vrai challenge et encore aujourd'hui. Très franchement, ça fait 2 ans qu'on a racheté Hippo et encore aujourd'hui, je trouve que l'intégration est loin d'être terminée et c'est un vrai challenge. Ok. Non, enfin, donner des exemples, mais peut-être été un peu utopiste. Mais à partir du moment où on lançait l'Espagne, on rachetait une boîte en Espagne, je me suis dit, l'anglais va devenir la langue de celle-ci. Pas de problème, on va s'en sortir. Logique, ouais. Non, mais pour moi, c'était une évidence. Ouais. Ça peut être une évidence pour tout le monde dans la boîte. Et j'ai fait un peu marche arrière. Enfin, j'ai dû faire marche arrière là-dessus. Juste au titre, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une partie de la boîte qui parlait pas anglais, en tout cas pas suffisamment bien pour être capable de formaliser tout ce qu'on faisait en anglais, de tenir des réunions en anglais, etc. Y compris dans nos réunions Hollands, tu vois, où je voulais qu'on puisse être tout le temps tous ensemble. Donc ça a été un premier truc sur lequel on s'est heurté, c'est la communication. Alors l'IA commence à nous aider aussi maintenant, donc ça c'est pas mal. Ça a fait baisser des barrières et franchement c'est très bien. Okay. Mais comment par exemple? Tu dis l'IA tu veux dire sur la barrière de la langue par exemple? Ouais, sur la barrière de la langue. Sur de la transcription par exemple. Ouais, complètement. Non mais exactement, c'est que maintenant avec l'IA, l'excuse de se dire ah ben en fait ce document il est en français, je le comprends pas, ou ce document il est en espagnol, je le comprends pas. Enfin, ça marche plus, ça tient plus. Enfin aujourd'hui tu vois, mets-le dans notre compte pro ChatGPT et puis tu auras la réponse, quoi, pas de problème, quoi. Donc ça saute. On n'est pas encore. On commence à avoir aussi les transcripts dans les meetings. Enfin, voilà, donc c'est aussi. Voilà, on n'est pas encore dans la collaboration où chacun a son traducteur ou ses lunettes avec les sous-titres, mais ça va venir. Enfin, voilà, donc je pense que ces barrières-là vont petit à petit sauter. Mais voilà, en tout cas, ça, c'était le premier point. Et puis après, je pense qu'il y a aussi d'arriver à raconter une histoire commune. C'est toujours difficile parce que on a racheté une boîte évidemment pour créer des synergies. Et les synergies, ça prend du temps. Et puis ça, c'est encore un challenge pour nous. De toute façon, quand tu rachètes une boîte, tu te dis plutôt la vision, c'est de l'intégrer dans les 10 années qui arrivent, plus que dans les 2-3 années. Ouais, enfin. Non, enfin, franchement, non. Nous, non. On s'est quand même dit. Le risque aussi, c'est de détruire de la valeur. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de créer ces synergies suffisamment rapidement, le feu peut s'éteindre aussi. Et il n'y a rien de pire que de gérer 2 boîtes, en fait. Ouais. Ou 3 ou 10, en fait. Tu vois, je pense que vraiment, si tu veux créer de la valeur, il faut gérer une seule boîte. Ouais, l'intégrer le plus vite possible. Et une seule boîte avec une organisation commune, avec une mission et une vision commune. Tu vois, et rapprocher ça, ça prend un peu de temps, mais c'est essentiel. Parce que sinon, tu racontes des choses qui sont complètement différentes à 2 équipes. En fait, c'est comme si tu mettais une casquette de CEO d'une boîte un jour et une casquette d'une CEO d'une autre boîte un autre jour. Ouais. C'est extrêmement... c'est un défocus énorme. Ouais, c'est chronophage. Et puis c'est chronophage. Et puis quand on a racheté ces boîtes, c'est pour vraiment créer de la valeur. Ouais. C'est pour... parce que déjà, en plus, tu achètes à un certain prix. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'il y a une partie du prix auquel tu l'achètes qui capte déjà une partie de la valeur que tu vas créer. Ouais, donc il faut que tu la crées. Ouais. Ça fait partie du jeu. Donc ouais, ça c'est un vrai challenge. Mais bon, on avance quand même. Ok. Mais donc du coup, vous démarrez, tu disais tout à l'heure, tu as juste émis le fait que vous avez fait plusieurs tentatives internationales. Ouais. Là, du coup, c'est une tentative réussie, que tu considères comme réussite de début d'internationalisation. Ouais, je dirais pas qu'on a encore planté complètement notre drapeau et que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Donc, en tout cas, je suis extrêmement satisfait des progrès énormes qu'on a fait et de là où on en est aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Par contre, ça n'a rien à voir avec les tentatives et les échecs qu'on a pu avoir dans le passé, qui étaient très différents. Mais en gros, on s'est lancé tout d'abord aux US en 2014.
Suicidaire les US. Suicidaire. Lambda. C'est Ouais. un beau résumé. Ouais. Et... C'est marrant parce que j'ai pas mal de. C'est un gros sujet pour les entrepreneurs, je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne qui, dès que tu leur dis internationalisation, US, direct. Alors que gros marché, donc pas de difficulté, grosse barrière généralement, surtout dans la tech. Ben, c'est clair, mais en même temps, gros marché, Ouais, grosse ouais, valeur. Gros marché, grosse valeur. C'est vrai, Tu ouais. vois, si aujourd'hui on est capable de faire 20 C'est millions la de chiffre patte du gain, d'affaires après. sur la France, et si on avait réussi, tu vois, les US, bah, on serait capable de faire potentiellement 10 fois plus, tu vois. Peut-être pas 10 fois plus, mais en tout cas 5 fois plus sur les US. Parce que c'est un gros marché. Maintenant, effectivement, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus élevées quand tu n'es pas un acteur local. Et j'ai envie de dire particulièrement sur notre marché, puisqu'on adresse des problématiques qui sont soit régulées avec la facturation, soit très locales. Et donc, voilà, les US, clairement, on n'était pas du tout armés pour ça. Mais bon, enfin, après, on l'a fait suffisamment tôt et on l'a arrêté suffisamment tôt pour que ça ne nous coûte pas trop cher. Est-ce que tu penses pas, juste, je rebondis sur ça, est-ce que tu penses pas que les US, vu que gros marché, donc gros potentiel, est-ce que tu ne penses pas que ça aurait pu prendre le dessus sur le côté très Celsi, franco-français, Cocorico 100%, ce qui est vachement bien, ce qui est la force en partie de Celsi Complètement. aujourd'hui. Non, mais j'ai complètement, et je pense qu'en fait, t'es pas le bon produit, ni la bonne ADN pour ce marché. Mais là, je vais parler effectivement pour Alain et Frédéric qui avaient fait ce lancement, parce que moi, je l'ai. Pour le coup, je suis arrivé, on était aux US. C'est un des trucs que j'ai fait en arrivant, j'ai fermé, parce que bon, bah, c'était évidence, hein, mais voilà. Mais je pense qu'il y avait aussi cette envie de monter une boîte qui soit pas que française, etc., d'aller plus loin. Mais j'ai envie de dire, j'ai fait la même erreur après quand on a voulu se lancer au UK. Tu vois, là, j'étais aux manettes et on a fait la même erreur sur le UK. Donc, et on a fait marche arrière aussi au bout d'un an. Là, on s'est dit, bon, on va partir moins loin, mais en même temps sur un marché qui est un gros marché comme la France. Voilà, je pense que c'était pas le bon choix de marché et surtout, on n'était pas prêt. On n'avait pas du tout fait les efforts sur le produit suffisant pour y aller. On s'est dit qu'en traduisant en anglais, ça allait marcher tout seul. Ça ne marche pas tout seul. Ouais, mais c'est des erreurs qu'il faut faire. Ouais, c'est des erreurs qu'il faut faire. Je pense que c'est pas. Encore une fois, on l'a été capable de faire marche arrière suffisamment tôt pour que ça nous coûte pas trop cher. C'est pas dur ça de renoncer à un moment, de dire ok, bon, stop. Ouais, mais il vaut mieux fail fast parce que. Ah oui, non, mais ça, c'est. Ouais, non, mais si c'est dur. C'est dur et c'est toujours la difficulté de se dire en fait, est-ce que j'en ai pas fait suffisamment trop pour pas continuer encore un peu après, mais. Bah, ça, c'est l'erreur et c'est un coup à planter sa boîte. Et je pense que là, tu reviens sur des responsabilités de OK, attends, tu regardes ce qui te fait manger au quotidien, t'as ton produit, tes équipes en France. OK, ça marche pas, quoi. Accepte, quoi. Il faut rabaisser l'ego, quoi. Et à quoi tu mesures, du coup, c'est quoi ta métrique pour dire OK, on fail là, il faut qu'on stoppe? Ou au contraire, tu vois, par exemple, l'Espagne, OK, en vrai, c'est plutôt un succès pour l'instant, on continue. Ouais, en fait, sur le UK, pour parler exemple du UK, on s'était mis des objectifs de croissance, enfin d'acquisition client, parce que la première année, tu pars de zéro, donc. Voilà, et on en était, au bout d'un an, on en était très très loin. Et donc, à un moment, ces objectifs de croissance, ils étaient liés aussi à OK, on a tel budget à mettre tu vois, pour lancer ce marché, qui était des budgets ambitieux. On venait de faire la série A, donc une partie de la série A était dédiée à ça. Et au bout d'un an, on fait le bilan et on voit l'attraction et on se dit OK, en fait, on va pas y arriver, donc on va mettre des années avant d'avoir un modèle viable sur ce marché. Donc, stop, quoi. Enfin, à un moment, tu te dis, autant réinvestir cet argent dans des équipes, du marketing, pour la France, et ça va être beaucoup plus rentable. Sachant qu'il y a plus de parts de marché en France. Et sachant que, je pense que c'était une autre erreur qu'on a fait, c'est qu'on a sous-évalué la taille de notre marché local. En France? En France, ouais, exactement. Je pense que au lieu de regarder ce qu'il y avait devant nous, on regardait ce qu'il y avait autour de nous, en voulant absolument aller aux US, puis au UK, etc., parce qu'on se disait, OK, c'est comme ça qu'on va diversifier, avoir des relais de croissance. Je pense qu'on l'a fait trop tôt, et que le marché français, on s'en est rendu compte, heureusement, et plutôt c'était une bonne nouvelle pour nous, et on s'est rendu compte après que le marché français était beaucoup plus profond qu'on se le pensait. Et puis, je pense que si être dynamique des TPE-PME, c'est accélérer sur la digitalisation. Donc ça nous a fait dire, OK, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne méthode. Et le choix d'aller en Espagne via une acquisition, c'était aussi une forme d'apprentissage, de dire, OK, partir de zéro, c'est pas la bonne approche. On avait la chance d'avoir fait rentrer notre actionnaire qui... avec justement un play acquisition. On voulait faire des acquisitions et ils étaient prêts à nous suivre. Donc on s'est dit, OK, c'est comme ça qu'on va tenter l'approche qui a des risques, parce que forcément, des acquisitions, il y a toujours des risques, c'est jamais. Par contre, tu acquiers déjà une boîte qui a une marque, qui a des équipes, qui a une crédibilité locale, qui a un produit, qui a des clients, qui potentiellement
le cas, était déjà rentable. Et donc, tu vas pouvoir itérer et construire des synergies là-dessus. Et j'ai envie de dire, si tu réussis pas, bon, bah, au pire, tu as 2 boîtes qui sont des belles boîtes. Et c'est pas ce qu'on souhaite, on en parlait juste avant. Donc, c'est peut-être le plus gros risque. Par contre, si tu réussis, bah, tu as pour le coup 1 + 1 = 3 et là, c'est cool. Et on l'a fait, je pense qu'on l'a fait de manière intelligente en ciblant justement la partie de notre offre, qui est la partie de la facturation et la gestion financière, qui est pour le coup très locale. Et donc, on a racheté Kipoo, qui est une boîte qui fait exactement ça. Ok. Et parce que du coup, la série A dont tu parlais, c'était il y a 10 ans, non, c'est ça? 2017. Ouais, donc Il y a 7 ans. Ouais. Ouais, 7 ans. Et là, vous avez relevé après ou... Et ouais, après, on a levé en début 2022, janvier 2022. Ok. Donc, ça va faire 3 ans bientôt. Et on a levé 55 millions d'euros, donc série B. Et on a fait rentrer du coup un nouvel actionnaire, un nouveau fonds, avec justement cette volonté à la fois d'investir sur la France pour pouvoir prendre des parts de marché. On est à la sortie du Covid et c'est un moment qui est charnière sur le sujet digitalisation des TPE, des PME. On s'est vraiment rendu compte là on sort de confinement répété, où beaucoup de boîtes ont été contraints au télétravail, où beaucoup de pratiques de vente ont évolué aussi. Ok, genre je peux vendre à distance, je peux signer un devis électroniquement, je peux envoyer ma facture par email. C'est vrai que ça a été un boom, le Covid sur ça. Voilà. Et en fait, nous, c'est exactement... Et je peux travailler en télétravail. Et nous, celle-ci, c'est une solution collaborative qui permet de vendre et de simplifier la vente. Donc, on était exactement au bon endroit sur un marché de 4 millions de PME en France. Et donc, on a vu aussi des chiffres parce qu'on a vu l'attraction s'accélérer et on a compris aussi le potentiel. Et en plus de ça, on était sur une bonne période pour lever. 2021, c'était plutôt une période où il y avait beaucoup d'argent. Okay. Et donc, on a saisi cette opportunité-là et on a closé fin 2021, donc il y a 3 ans tout pile, pour accélérer sur le marché français et en organique, mais également faire des acquisitions qui étaient vraiment la deuxième jambe de cet investissement. Et on a fait ces 3 acquisitions avec 2 objectifs. 1, faire croître notre produit, étendre vraiment la gamme de notre produit pour pouvoir répondre à un maximum de demandes de nos clients, qui était une erreur qu'on avait fait aussi dans le passé. C'est de vouloir faire trop de choses. Et en fait, on s'est retrouvé un moment avec un produit qui était, on faisait aussi bien donc CRM, factu, comme on fait aujourd'hui, mais aussi on avait une solution de caisse, une solution de e-commerce, une solution de gestion de site web. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était ingérable et qu'on était complètement défocus par rapport aux besoins sur nos produits cibles, tu vois. Et donc, on a abandonné plein de produits qu'on avait lancés pour se reconcentrer sur la facturation et le CRM qui était vraiment notre force. Et donc là-dessus, on s'est dit, ok, pareil, on peut aussi faire des acquisitions ciblées avec des produits qui sont extrêmement complémentaires sur lesquels il y a une intégration qui est évidente pour nos clients. Donc, on a racheté Rocketchart, qui était une solution de gestion de trésorerie, et on a racheté Sendeti, qui était une solution de gestion de campagne email, SMS, donc Brick Marketing, qui est aujourd'hui notre Brick Marketing. Voilà, donc c'était le premier use case. Et le deuxième, c'était le lancement d'un nouveau marché. Ok, ouais, donc en fait, c'est intéressant parce que du coup, la stratégie de croissance, elle est basée sur de l'acquisition ciblée au final. En fonction des features, en gros, tu rachètes des features que tu peux plugger en gros à ton corps produit. Et après, tu rachètes, t'acquiers des boîtes en gros à l'étranger pour potentiellement. C'est intéressant. Et ça marche bien. Et ça, franchement, je t'ai parlé de l'Espagne, mais j'étais sur la France. Les acquisitions qu'on a pu faire, ça marche très bien parce qu'on a été capable très vite de faire ces intégrations. Il y a même la première boîte qu'on a rachetée, Rocketchart, l'intégration existait déjà. C'est comme ça qu'on les avait ciblés. Okay. Et donc, en fait, le lendemain du rachat, on était déjà en train de vendre la solution à nos clients existants. Et on a créé tout de suite beaucoup de valeur. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on a, bien de bêtises, mais on a multiplié par 7 ou par 8 le chiffre d'affaires de la boîte qu'on a rachetée en 2 ans. C'est un petit chiffre d'affaires, mais quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc 3 acquisitions en 2 ans là, au final. Enfin, 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. 3 ans. Ouais. Ok, mais je comprends pourquoi tu dis que c'est hardcore en intégration, etc., que c'est compliqué. Ouais. Après, c'est parce que vous en rachetez 3 aussi, même si c'était. Les boîtes françaises étaient peut-être de plus petite taille. Les boîtes françaises étaient de plus petite taille. Et donc, on parle de. La première, c'était 3 fondateurs. Okay. Et donc, c'est tout de suite, on a pu aller très très vite dans l'intégration. Et donc, ça a été peut-être l'intégration qui a été la plus facile, même si c'est jamais simple. Tu vas quand même t'adapter pour eux aussi, tu vois, qui étaient 3 fondateurs, entrepreneurs. Tu arrives dans une structure qui est beaucoup plus grosse. Je peux imaginer ce que ça représente. Parce que vous les avez gardés un peu, du coup. Ouais, ils sont restés, en fait, ils sont restés plus de 2 ans. Ok, ils viennent de partir. En fait. Ouais, exactement. Ils ont fini, ils sont partis à la fin de leur earn-out. Ils avaient un earn-out dans la durée, ils sont partis. Et puis, et après la deuxième boîte, il y avait une dizaine de salariés.
dont encore la plupart sont là. Et en Espagne, il y avait combien de personnes? 40. Ouais, je comprends. Plus gros morceau. Ouais. Ouais. Donc, comment tu dis... En vrai, je m'y connais très peu en acquisition. C'est vraiment pas un sujet que je traite vraiment au quotidien. Du coup, la question que je me pose, et je pense que beaucoup de gens se posent cette question, comment tu deals vraiment une acquisition, notamment sur la valo, etc. Tu détermines ça comment, toi? Je pense que c'est un sujet que tu as Non, mais c'est... Ouais. Et c'est en fait, je pense qu'il y avait pour nous énormément. On avait cette ambition de faire des acquisitions. Parce qu'on croyait à la valeur que ça pouvait créer sur les 2 use cases dont on vient de te parler. Mais aussi, alors moi j'avais fait ce métier-là avant, mais j'étais ultra junior et en fait j'étais dans c'était très très grosse boîte. Ça paraissait aussi toujours un peu, tu vois, un peu inaccessible. Et là sur du marché vraiment small cap, tu vois, tu rachètes des plus petites boîtes. Tu peux pas te permettre d'avoir 50 conseils et avocats pour gérer ce truc-là. Donc ouais, il y avait un peu d'appréhension et ça a été un peu un des critères décisifs sur le choix de notre actionnaire. Parce que on est arrivé aussi quand même un peu avec un peu d'humilité en disant nous en fait on a envie de faire ça mais on sait pas comment faire. Non mais en fait t'as quelqu'un en interne, ce qu'on voit dans certaines boîtes qui font beaucoup d'acquisitions mais qui ont déjà une certaine taille. Toi t'as des équipes M&A internalisées. Soit t'es capable d'avoir un conseil externe de confiance à qui t'es capable d'apporter suffisamment de deals, etc. pour qu'il passe du temps avec toi. Soit, et ça a été notre cas, tu es soutenu par ton actionnaire et nous, donc du coup, notre actionnaire PSG Equity, qui est un fonds américain, mais qui a des équipes en Europe. Ils ont investi dans une vingtaine d'entreprises en Europe. Donc, ils ont des bureaux à Londres. Pour le coup, eux sont extrêmement bien armés pour accompagner leur boîte sur ces sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont à la fois des équipes de sourcing, donc c'est des commerciaux, tu vois, c'est des SDR quoi, qui font des calls et qui vont aller identifier potentiellement tes cibles. Tu vois. Donc nous, on disait par exemple, voilà, nous, on veut racheter une entreprise sur le sujet marketing. Et donc, on a parlé avec des dizaines de boîtes sur ce sujet. Tu vois. Et ça, en fait, tu peux pas le faire. Soit tu connais très, 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 très bien ton marché et tu as déjà identifié toutes les boîtes que tu veux racheter, soit tu as besoin de te faire aider là-dessus. Donc ça là-dessus, PSG nous a beaucoup aidé. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde sur mon marché, ce qui était franchement génial, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de connaître ton marché. Ouais, c'est hyper instructif. Parce que tu prends pas forcément le temps. Alors, tu peux dire que tu as des événements, etc., tu te rends compte, mais tu prends pas forcément le temps de parler à tes concurrents, toujours, à tes pairs ou tes partenaires. Enfin, tu vois, ça a été vraiment super enrichissant. Et après, une fois que tu as, entre guillemets, ciblé la bonne boîte, qu'il y a aussi de l'envie, parfois l'envie, elle est peut-être pas là aussi du côté de la cible. Donc, il faut aussi peut-être créer aussi, lui montrer pourquoi 1 + 1 = 3. Et ça, c'est de l'argumentaire. Non, mais tu montres aussi un peu ton track record. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait la première acquisition, c'est plus simple d'expliquer aussi, en fait, voilà ce qu'on a fait avec cette boîte-là, voilà pourquoi on pense que si tu nous rejoins et que tu nous fais confiance, ça va bien se passer et on va créer de la valeur tous ensemble. Donc, il y a ça. Et après, les sujets de valo, là, c'est vraiment, pour le coup, un métier de conseil. Et là, effectivement aussi, PSG, notre actionnaire, nous a beaucoup aidé à demander les bons data points pour avoir la bonne valo. Et la valo, à la fin, sur notre marché, c'est souvent des multiples d'ARR, voire des multiples d'EBITDA, mais surtout des multiples d'ARR, nous, sur cette taille-là. Mais évidemment, les multiples, ils varient en fonction de l'état du marché et puis aussi du profil de la boîte. Quoi. Et ça, t'es content de te faire accompagner sur ces sujets. Et du coup, le deal avec eux, c'est X. Et après, c'est eux restent, en fait, ils ont un earn-out, ça, comme tu disais, sur X temps. Les fondateurs, tu les gardes tout le temps? On a eu des cas assez différents sur les acquisitions. Mais je dirais que le cas classique, c'est quand même... Enfin, le cas quand même systématique, c'est qu'on veut au moins avoir 1 année, voire 2 années avec les fondateurs. Parce qu'en fait, on ne rachète pas juste un actif. Quoi. On rachète une équipe aussi. Et on veut, pour créer de la valeur... si tu rachètes juste les clés de la voiture mais qu'il n'y a pas le conducteur, ça va être compliqué. Quoi. Donc, on a systématiquement, nous c'était vraiment une demande à chaque fois, c'est voilà, on vous rachète à condition que vous restiez au moins un certain temps. Et donc ça, on a des mécanismes en place aussi pour sécuriser un peu ça. Donc un earn-out par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait systématiquement. Et après, au terme des earn-out, on a eu des cas de figure différents. Des fondateurs qui sont partis, d'autres qui sont restés. Je dirais franchement à peu près 50-50. Et quand ils restent, ils sont... De toute façon, je suppose qu'ils restent, c'est qu'ils se sentent vraiment bien en partie dans la boîte, quoi. Ouais, et puis là, c'est vraiment le sujet de l'intégration. Pour les faire rester, il faut que l'intégration soit réussie, il faut qu'ils trouvent leur rôle dans la boîte. Et tu vois, je pense que si tu as un rôle fictif, si tu
pas un moment que en gros t'apportes plus, tu vois, t'apportes plus de valeur à la boîte. Bon, naturellement, le départ se fait aussi. Et puis à un moment aussi, moi je peux comprendre que quelqu'un qui a une fibre très entrepreneuriale, qui a besoin de créer, au bout de 1 an, 2 ans, dans une structure qui est plus grosse, sur laquelle il n'est pas à 100% en manette, et envie de se dire, ok, bah en fait moi j'ai envie de recréer une boîte, j'ai envie de passer à autre chose. C'est ce qui s'est passé pour une partie de nos fondateurs. Mais il y en a une partie qui est encore là. Par exemple, sur l'Espagne, notre country manager, c'est un des fondateurs. Okay. Voilà, sur le marketing, le CTO est encore là et c'est lui qui, du coup, maintenant est le lead dev sur les sujets marketing. Enfin, voilà. C'est pas mal, je trouve, de garder un fondateur en country manager. Ouais. Ça aide, je pense. Ouais, pour l'appréhension marché aussi, tu vois, pour les nouveaux clients, pour l'intégration de celle-ci. Complètement. Et puis, je peux pas être l'image de la boîte en Espagne aussi facilement que lui. Déjà parce que mon niveau d'espagnol n'est pas du tout suffisant, mais aussi parce que bah, tu vois, c'est pas crédible. Tu débarques un peu dans ce pays sur un marché où tu as déjà, tu vois, on avait déjà 10 000 clients. Donc, ouais, c'était important d'avoir quelqu'un qui soit crédible sur place, qui connaisse nos clients, qui connaisse notre marché et qui puisse être aussi la figure locale. Et l'Espagne, par rapport à. Vous avez fait ce choix par rapport à la boîte, le marché, etc. Ou c'était vraiment le marché que vous cibliez? C'était le marché qu'on ciblait. C'était un des marchés qu'on ciblait, mais c'était en haut de la pile. Pour plein de raisons. C'est un marché qui a beaucoup de similitudes avec la France en termes de taille de marché. C'est un marché qui a un petit peu moins en termes de nombre de PME, mais on doit être à 3,5 millions versus 4 millions sur la France. Des tailles d'entreprise un peu similaires dans le mix. On est sur 2 marchés qui vont implémenter tous les 2 la facturation électronique dans les 18 à 24 prochains mois. Même 12 mois pour l'Espagne maintenant. Donc, c'est des sujets qui, pour le coup, sont assez alignés. Et puis, proximité géographique. Et puis, moi, j'aimais aussi ce côté ADN de la boîte. On n'est pas à Paris. Bah, Barcelone, ça me convenait bien aussi, tu vois. Non, mais c'était important pour moi de se dire que on continue à maintenir cet ADN de proche de la mer, cadre de vie aussi sympa. Voilà. Trop cool, en vrai, ça fait levier sur la suite, donc c'est trop bien. Mais justement, tu parlais un peu de cadre de vie, on en a un peu parlé au début, mais j'ai le sentiment, et puis ça s'entend, en fait, j'ai l'impression que c'est dans l'esprit de celle-ci, tu vois, d'être proche de la mer, d'être, enfin, justement, tu vois, d'avoir un peu ce côté équilibre, j'ai l'impression, vie pro, vie perso, très ancré dans la boîte. Comment vous cultivez un peu ça au quotidien? Est-ce que vous avez des trucs, je sais pas, en interne? En fait, j'ai envie de dire, ça se fait naturellement. Mais ça se fait naturellement, mais par contre, tu es obligé quand même de le préserver. Ça se fait déjà dans le mode de management, tu vois, aussi, et les managers qu'on a pu recruter, c'est de s'assurer dans les messages qu'on fait passer, de rester, de préserver ça. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas je fais travailler des gens le soir, le week-end. Voilà, un vrai respect de la déconnexion. Enfin, les gens sont. Moi, je suis assez convaincu que pour être engagé sur le temps long, il faut se laisser le temps. Et donc, si tu veux pas te brûler les ailes, c'est pas en te faisant. Pour avoir vécu ça aussi, peut-être, c'est peut-être un biais, mais pour avoir vécu des expériences où je travaillais jour et nuit, tu ne dures pas très très longtemps. Ou alors ta santé en prend un sacré pet. Donc, c'était extrêmement important pour moi qu'on respecte ça. Et c'est des messages qu'on véhicule systématiquement et que je véhicule systématiquement aux équipes. C'est préservons ça, respectons ça. Et moi, par exemple, je vois tous les nouveaux arrivants, je les vois on fait un petit déjeuner ou un déjeuner. Ok, c'est top ça. Ouais. Au début, j'ai essayé de voir tout le monde en entretien. Okay. Et puis en fait, j'y arrivais plus. Et donc, ouais, ça c'est un peu le point de départ. Un peu, quand tu arrives chez celle-ci, j'essaie de faire un point avec tout le monde. Et j'ouvre la porte sur ces sujets en leur disant voilà, moi la porte est toujours ouverte sur la culture de celle-ci. Et donc, voilà quels sont aujourd'hui nos fondamentaux, tout ce dont je viens de te parler. Et notamment l'équilibre pro-perso. Moi, ça c'est extrêmement important. Donc, si à un moment vous sentez que c'est plus respecté, que la culture qu'on vous a vendue, c'est une fausse promesse, il faut alerter. Il faut alerter moi, pas forcément moi, si vous n'êtes pas à l'aise à le faire avec moi. Certains ont un peu peur aussi, c'est le CEO, etc. Mais faites-le auprès des RH, faites-le auprès de votre manager, faites-le auprès de n'importe qui dans la boîte sur lequel vous sentez une oreille. Parce que généralement, on réagit vite sur ce sujet. Et un manager qui n'est pas dans l'ADN de la boîte, généralement, il ne fait pas très long, il ne fait pas long feu. Et heureusement, depuis maintenant un bon bout de temps, c'est pas le cas. On n'a que des gens qui sont extrêmement alignés avec ça. Un gros sujet, ça rentre dans le scale d'une boîte, le recrutement, la qualité du recrutement et le manager de transition. Ça, c'est un très gros sujet. J'en avais parlé avec Guillaume de Lemlist. Il m'avait dit que le moment où il avait senti sa plus grosse erreur, on va dire, dans le scale de Lemlist avait été le recrutement. À un moment, il avait dit, en fait, c'est tendu de fou. C'est un truc qu'il ne faut pas lâcher.
Bah, en fait, je sais pas, je pense que tu fais forcément des erreurs. Oui. Même en ayant appris de mes erreurs, à peu près sûr que demain, je referai des erreurs. J'en ferai moins, je pense, quand même. Ouais. Non, mais me demander un peu quelles étaient les erreurs que j'ai pu faire chez celle-ci. Ouais, le recrutement, ouais, et on a fait collectivement des erreurs de recrutement. C'est normal. C'est normal. Mais ça peut coûter cher. Donc, Ouais. je pense que c'est vraiment, demain, si je devais refaire l'histoire, je pense que c'est vraiment un des sujets sur lequel je serais extrêmement vigilant. Ok. Je pense que tu n'es jamais 100%, tu fais pas jamais 100% d'erreur, mais voilà, en tout cas, je serais beaucoup plus vigilant que j'ai pu l'être. Parfois, à mettre plus la vélocité, tu vois, en avant par rapport à justement la qualité et le focus sur les recrutements, parce que quand tu as fait un mauvais recrutement, ça te coûte cher. Et puis, on te le fait payer aussi en interne. Donc, tu vois, c'est un coût qui est bien plus large que le temps que ça t'a pris, le coût juste de recruter, de sortir quelqu'un. Et puis aussi, en interne, sur la culture, c'est notre deuxième produit, quoi. Donc, c'est extrêmement important là-dessus qu'on recrute les bonnes personnes au bon endroit. Ouais, si t'as quelqu'un qui fait de mauvaise humeur tous les jours, ça fout en l'air. Rien que ça. Ouais, déjà, ouais. Mais sans parler, tu vois, si tu fais des recrutements toxiques, etc. Ouais. Enfin, ça peut aller. Ouais, c'est certain. Surtout quand tu as une boîte un peu. Moi, en fait, ce que j'aime bien dans le discours que tu as, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu une boîte à mission humaine aussi. Tu vois. Et ça, c'est cool. Je sais pas si on irait jusqu'à la boîte à mission. C'est un grand mot, le boîte à mission. Mais en tout cas. C'est un gros mot, c'est vrai. Mais l'humain, mais je suis d'accord. Enfin, en tout cas, l'humain, et pour moi, c'est extrêmement important. Et si tu disais, voilà, pour moi, la culture, c'est vraiment un produit aussi important que la solution SaaS de celle-ci, quoi. Ouais, mais du coup, tu es un peu le modèle aussi de cette déconnexion, non? Toi, c'est un truc que tu appliques ou pas trop? Pas trop. Alors, j'essaye. Non, mais c'est vrai. En fait, je pense que ça dépend des moments. mais en tout cas, j'y accorde beaucoup d'importance. Je pense que parfois, j'y arrive pas. Ça m'arrive, tu vois, des moments où je me dis, mais en fait, là, il faut que je me préserve, mais je fais quand même attention à ça. Et je suis assez convaincu que pour durer, et je pense que pour faire ce que je fais bien, il faut que je puisse me projeter dans le temps, à 5 ans, à 10 ans, et même si ça dure pas 5 ans, 10 ans, se projeter, c'est extrêmement important. Et donc, pour se projeter, il faut aussi se préserver parfois. Ouais. Et donc, moi, je suis très sensible au sujet de santé mentale et de santé physique, c'est très lié, parce que j'en ai fait aussi un peu les frais, tu vois, c'est très facile de se laisser embarquer quand tu es entrepreneur ou dirigeant. C'est quand même les premiers trucs qui sont ciblés. Tu es focus sur ton boulot et toi, tu mets de côté ta santé mentale, ta santé physique, en faisant des choix de facilité ou en tombant un peu en te mettant un stress qui est peut-être complètement inutile, mais surtout beaucoup trop important par rapport à la réalité. Et donc, ouais, moi, j'ai été exposé à ça forcément et j'essaie d'y faire attention. Et j'essaie de mettre un peu des règles là-dessus maintenant dans mon quotidien pour éviter ça. Ouais, je suis sensible à ça. Mais je trouve il y a une question, c'est marrant parce que, comme tu sais, on en a parlé un peu avant, mais moi, je suis papa depuis pas très longtemps. Ouais. Et on me pose beaucoup cette question chez les entrepreneurs. Comment tu fais pour aligner vraiment ta vie pro, ta vie perso sur cet aspect-là? Bon, moi, j'ai de la chance, ma fille est encore très petite. Donc, disons qu'il faut passer un maximum de temps. Mais je pense que tu as d'autres sujets, tu vois, quand ils sont plus grands. Et j'ai l'impression que c'est... Enfin, j'ai pas la réponse à ça aujourd'hui parce que je le vis pas. Mais c'est selon moi un gros sujet. Je pense que déjà, il y a une part de chance. On va pas se mentir. Il y a une part de chance. Franchement, j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, qui vont bien, qui dorment la nuit. Enfin, voilà, déjà, ça, c'est quand même déjà un point de départ. J'ai la chance d'avoir une femme incroyable aussi qui me soutient, qui est aussi entrepreneur. Donc, tu vois, c'est quand même aussi des... Parfois, c'est pas simple. Hein. Franchement, c'est des arbitrages où t'es là, mais qui est dispo? Bah non. Tu vois, tu te retrouves à avoir des discussions de qui est prioritaire, tu vois, sur ces sujets. Donc, mais voilà, mais ça, j'ai de la chance d'avoir un socle familial vraiment incroyable. Et je dirais que c'est vraiment le point de départ de tout ça. Et après, c'est des routines que je me suis un peu aussi imposées. Des routines, alors, pour allier de temps perso pour ma famille, tu vois, de me dire, par exemple, moi, de 19h à 20h30, c'est écran fermé, quoi qu'il arrive. Donc, je suis chez moi à 19h et de 19h à 20h30, je passe du temps avec mes enfants, même 21h pour dîner avec ma femme, qu'on ait le temps de se parler, d'échanger. Puis sinon, c'est tellement facile de tomber dans le je bosse, voilà. Et quitte à réouvrir mon écran après. J'essaie de ne pas le faire, mais parfois, j'ai pas le choix. Bon, ça fait partie aussi du jeu. Mais voilà, en tout cas, je m'impose ces routines-là. Pro perso, je m'impose aussi des routines le week-end, tu vois, de m'assurer que j'ai aussi du temps dédié, pareil, de pas trop ouvrir mon écran. Je me garde du temps pour le faire si besoin, mais je me bloque aussi des créneaux, passer du temps en famille avec mes potes, et puis aussi des routines dans le sport, quoi.
Moi, c'est extrêmement important pour moi le sport. Donc, j'ai des créneaux dans mon agenda qui sont publics d'ailleurs. Ok. Mon équipe a accès, ceux qui Je sont là sais. savent quand non mais j'ai sport, voilà, moi Ouais. je vais courir, je vais faire du crossfit, tu vois, toutes les semaines. Ok. C'est dans mon agenda et je dis ça c'est pas négociable en fait. Voilà, Trop bien. c'est important pour moi. Ok. Je pense que c'est aussi, pour moi c'est le secret aussi, l'hygiène de vie, c'est un peu sommeil, sport, alimentation. Je fais attention à tout ça. Au moins 80% du temps. Ça veut pas dire que parfois t'as pas le droit de faire la fête et de te coucher tard. Je suis pas un ayatollah de l'hygiène de vie, mais je pense que 80% du temps, c'est ce qui te préserve aussi. Ouais. De toute façon, c'est un équilibre que tu es obligé de. En fait, la routine te met l'équilibre et Ouais. l'équilibre te permet de tenir dans le temps. Ouais. En gros, globalement. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais je sais du coup que tu es un surfeur aussi. Absolument. Tu surfes le week-end. Ouais. Mais ça, c'est même. Ça va, pour moi, ça va au-delà même du sport, tu vois, Ouais. le surf. C'est-à-dire C'est que la passion. là, je te parlais de la course, du crossfit. C'est des choses que je fais vraiment pour m'entretenir parce que c'est important pour moi, etc. Le surf, moi, je le vois même pas comme un sport, en fait. Là, on est dans la passion. Ouais. On est dans la passion, mais la passion, c'est. Alors là, pour moi, je pense qu'on n'est plus dans l'entretien physique, mais là, je suis plus dans la santé mentale. Ouais. Pour moi, ça, c'est vraiment, pour le coup, un de mes relais pour me préserver aussi là-dessus. Et ça m'a appris énormément de choses, aussi bien dans le boulot, sur des sujets de résilience, La passion. d'humilité, de patience. Parce que, moi, j'ai pas appris à surfer très très jeune. J'ai appris à surfer quand j'avais 25 ans, Ok. un peu plus, même 27 ans, quand je suis arrivé à Bordeaux. Je savais surfer un peu parce que j'avais passé toutes mes vacances à Osgore quand j'étais plus jeune. Ok. Mais je m'y suis vraiment mis en arrivant ici à 7 ans. Donc, tu as appris où à la cano? Et j'ai appris, j'allais à la cano et au Cap Ferret un peu. Et je me suis pris des sacrées claques d'orgueil, d'humilité. Et ça m'a appris beaucoup parce que c'est de l'acharnement au début. Enfin, c'était. Faut être résilient. Pour apprendre à 25 ans, faut être résilient pour le coup. Et puis ça m'a aussi beaucoup aidé à garder de la concentration, à relativiser aussi certaines choses. Quand tu te retrouves à un moment juste à partir du bureau et aller dans l'eau, tu relativises beaucoup de choses. Et moi, ça a été pour moi un outil, ça l'est toujours, pour pouvoir conserver ça et ça m'aide beaucoup. Alors, j'aimerais pouvoir en faire plus. Et j'essaye, dès que je peux, de mettre des créneaux pour aller surfer le week-end, le matin, en été aussi, quand je peux parfois, tôt le matin. J'ai la chance d'aller pas mal à La Rochelle et l'île de Ré est vraiment pas loin. Ouais. Et donc, pour le coup, c'est plus facile que Bordeaux à la cano, il y a une bonne heure de route. Mais quand je suis à La Rochelle, ça m'arrive souvent d'aller à l'île de Ré, le soir ou le matin. C'est ce que j'allais te demander parce que Bordeaux, je trouve qu'on est proche et en même temps loin de l'océan. Tu vois, pour aller surfer comme ça, en fait, en after work, on va dire, c'est un peu compliqué. C'est ce qui me manque à Bordeaux, c'est une demi-heure de moins. Ouais, exactement. Mais tu surfes où, du coup, quand tu surfes vers Bordeaux? Tu surfes beaucoup à La Rochelle, du coup, l'île de Ré? Ouais, je surfe beaucoup Bordeaux. À La Rochelle. En plus, j'ai mes parents là-bas et donc, l'île de Ré, du coup, j'ai mes parents qui sont pas loin. Donc, ça me permet aussi, quand je suis là-bas le week-end, de pouvoir laisser mes enfants, parce que ma mère m'aide beaucoup, c'est bien, et de pouvoir aller surfer sans culpabiliser. Et quand j'y vais à Bordeaux le week-end et que je laisse les deux à ma femme, je culpabilise un petit peu. Je comprends. Donc, déséquilibre à trouver, mais je regarde ma montre. Beaucoup plus. Donc j'essaie de faire ça quand il y a une belle session, la cano, Cap Ferret, mais bon, c'est 1 heure de route, quoi. Donc je culpabilise toujours un peu écologiquement. Je me dis, c'est beaucoup de voitures pour peu de temps à l'eau. Ouais, c'est d'accord. Et t'as voyagé un peu pour le surf? J'ai voyagé un peu. J'ai fait tous les ans une petite retraite au Maroc depuis 3 ans. Je suis allé à Imsouane seul. J'aime bien faire ça en plein milieu de l'hiver. Ça me permet de remettre un peu les compteurs à zéro. Et c'est un moment où je vais seul. Et franchement, je parle à pas grand monde. C'est-à-dire que j'y vais vraiment seul. C'est-à-dire que je surfe seul, je mange seul, je lis, je contemple. Des ressources. C'est ressources. Ça me fait énormément de bien. Ça, j'essaie de le faire ça tous les ans. Et après, je suis allé un peu en Guadeloupe aussi, plusieurs fois pour surfer. Sous-côté la Guadeloupe pour le surf. Ah ouais? Ah ouais. Très sympa. C'est ce que j'allais dire, c'est bien. C'est super. Ah ouais, non, franchement, super spot. Pas grand monde. Ouais. Je crois que je vais aller faire un tour. Non, en plus, en vrai, c'est marrant parce que mes plus gros clients aujourd'hui sont martiniquais. Okay. Du coup, c'est pas la Guadeloupe en tant que telle, mais eux, l'un des deux habite en Guadeloupe. Il n'arrête pas de me dire, il n'y a pas beaucoup de monde, il faut que tu viennes surfer, etc. Et en fait, moi, dans mes accompagnements, je me déplace toujours pour les rencontrer. Parce que l'avantage du télétravail, entre parenthèses, de travailler à distance, c'est que du coup, j'ai beaucoup de coaching à distance. Ouais. Mais j'essaie toujours de me déplacer. Et j'ai ce truc. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une vague en Guadeloupe. Je me suis dit, faire un petit tour. C'est très sympa. Bon, c'est loin, faut y aller. Mais pour le coup, je suis allé 2 fois. Ok. Je pense que je referai. Je vois. Mais toujours du coup avec ce truc de prendre une semaine aussi en Guadeloupe pour
Ouais, j'essaie de prendre peu une ressources. semaine en hiver. Ouais, alors là, j'ai pas fait les deux en même temps. L'année dernière, j'avais fait, Maroc et Guadeloupe. C'était une bonne année, j'avais pu faire ça. Et j'étais parti en famille aussi en Guadeloupe, et donc du coup, j'avais pu. C'est vrai que pour le coup, les vacances ou les week-ends seuls, Ouais. j'ai pas beaucoup de possibilités de le faire. Et j'essaie d'éviter d'imposer trop ça quand même à ma famille, parce que je suis déjà pas beaucoup là. Je suis beaucoup en déplacement quand même la semaine. Donc voilà, j'essaie de le faire en unité. Et sinon, on essaye de trouver des destinations vacances qui conviennent à tout le monde. Alors, mes enfants, ils ont, on va dire, pas trop leur mot à dire aujourd'hui parce qu'ils sont trop petits pour pouvoir avoir un avis sur la question. Mais je pense qu'ils l'en auront bientôt. Hein. Donc ça rentrera dans la négo. Ok. Donc j'espère qu'ils apprécieront le surf aussi. Tu les as mis un peu au surf ou pas encore? Mon fils qui a 4 ans et demi, je commence à le mettre sur une grosse planche en mousse, Ok. à le pousser un peu sur des vagues. Mais j'essaie de pas le dégoûter non plus, ce qui est toujours un peu le risque. Donc voilà, j'y vais, mais doucement. Ok. J'ai appris à 4 ans, du coup. C'est vrai? Mon père faisait ça. Après, moi, justement, c'est pour ça que j'allais te dire, faut pas le traumatiser en faisant ça, c'est parce que moi, en fait, je me suis pris une planche dans la tête. Aïe, Et j'ai ok. plus voulu en faire pendant genre 4 ou 5 ans, je crois. Encore ça va, j'ai recommencé à 10 ou 12 ans, Ok. je me souviens plus. Mais Ok. pour le coup, j'ai commencé jeune. Mais le truc de. Tu sais, je vois souvent des parents mettre leur gamin à 4 ans dessus. En vrai, c'est top parce qu'ils profitent bien et ils apprennent justement un peu les valeurs du surf jeunes. Et ça, c'est cool. Donc j'essaye je marche toujours un peu sur des œufs là-dessus. J'ai toujours un peu peur d'y aller trop fort, mais je pense que ouais, t'as raison. Non, le surf, en vrai, c'est un super sport. Et pour le coup, Imswan, le surf en tant que tel, c'est une religion, je trouve. Tu vois, autour de tu parlais tout à l'heure un peu de passion, mais religion, dans le sens, c'est quelque chose que tu vis, j'ai l'impression, à l'intérieur de toi. Ouais. Et je le vois chez tous les surfeurs qui aiment. C'est une religion, c'est Ouais. parfois une drogue. Ouais. C'est dépend comment on l'appelle. Mais d'ailleurs, ça a souvent cette image que t'es un peu hippie, Ouais. tu vois, de rejet un peu de la société, etc. Donc c'est marrant, mais tu sais, quand je disais, quand je levais des fonds, je parlais, je dis, tu habites à La Rochelle, etc. Je fais du surf, j'ai l'impression que ça renvoyait une image de, bon, lui, Ça hippie, ouais. il bosse pas, quoi. Alors qu'en fait, c'est extrêmement exigeant comme sport, quoi. De fou. Tu sais que il m'est arrivé un truc qui assez incroyable. J'ai eu la chance, 14-15 ans, je pense. Mes parents avaient des potes en gros qui habitaient à Saint-Barth et on avait fait un voyage en famille à Saint-Barthélemy. Donc plutôt cool comme voyage en famille. Et on se retrouve à surfer un matin dans des vagues plutôt grosses et tout. Et il y a un mec qui débarque, hippie, les cheveux longs, etc. Un short coupé, tu vois, genre vraiment déchiré le short et tout. Et le mec, mais vraiment en mode hippie, quoi. Une grosse Jeep et tout. En fait, le gars était un des cofondateurs de Volcom. Ah ouais? Mais honnêtement, tu le voyais. Tu dis pas. Jamais Tu dis dis pas, ça. ouais. Vraiment. Et c'était assez marrant parce qu'il y a eu, tu sais, ce moment de pseudo-jugement où tu te dis, mais c'est vraiment le stéréotype du surfeur hippie, ce qui n'est pas vraiment du jugement, mais plus, voilà, une constatation. Et en fait, le gars derrière, mon père ils en avaient discuté et mon père avait été vraiment sur le cul. Il était en mode, mais attends. Et en fait, le gars pesait, je sais pas combien, enfin, peu importe, mais en tout cas, il avait une carrière, tu vois, assez incroyable et même limite un peu, tu vois, costard-cravate, j'ai envie de dire. Et c'était fou, tu vois, la transformation de voir ce mec comme ça. Ouais, mais comme quoi, tu sais pas qui t'es à l'eau. Ouais, exactement. Mais en plus, le surf, c'est un sport qui est, pour le coup, plein de gens font du surf et Oui. tu peux aller. Et puis je pense que là, pour le coup, c'est un moyen de mélanger. Ça casse les barrières sociales, le surf, et Ouais. c'est ce qui est ouf aussi. Ouais. Bon, écoute, trop cool. Merci beaucoup, du coup, pour ce podcast. Je suis trop content Avec de t'avoir plaisir, reçu. Kylian. J'ai encore beaucoup de questions, mais je crois qu'on a fait vraiment toute notre heure. Donc, ce qu'on fera, je pense, si t'es OK, on refera un épisode dans 1 an ou dans 2 ans, si t'es d'accord. Avec plaisir. Ça pourrait être super cool. Comme Avec ça, on grand fait une plaisir. mise à jour. Je pense qu'il s'est passé pas mal de choses. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et puis à très vite.